Bonjour. Bienvenue sur notre plateau d'entretien exclusif. Merci à vous. Il y a de cela quelques jours que vous êtes rentré après un an d'exil. Quel est votre état d'esprit? Déterminé, plein d'espérance, avec un sens de responsabilité pour l'avenir de notre pays, ce grand pays que Dieu nous a donné à transformer sur le roc de la justice et l'égalité. Un mélange aussi de joie et de douleur. Douleur d'abord parce que le 20 octobre dernier, il y a un an, nombreux de Tchadiens qui voulaient la justice et l'égalité ont perdu la vue. J'ai perdu des gens dans ma famille, j'ai perdu des camarades, j'ai perdu des amis, j'ai perdu des sympathisants, nous avons perdu des innocents. Il y a eu même des journalistes qui ont perdu la vie. Et donc, nous n'avons pas eu la possibilité de faire notre deuil. Et c'est pour ça d'ailleurs que les 40 jours de notre retour ici seront consacrés avec les autres à être dans le recueillement, dans l'écoute, dans les rencontres de ces familles, de ceux qui ont perdu la vie, dans l'écoute des différentes familles, dans la solidarité avec ceux qui ont perdu leurs jambes, perdu un de leurs membres, ceux qui gardent des cicatrices psychologiques, qui ont subi des tortures dans des prisons, etc. Donc pour tout cela, c'est d'abord un sens de responsabilité. Ensuite, vous savez, votre terre natale, même quand elle brûle, ce n'est pas la même chose qu'être ailleurs. Donc la joie, malgré tout, l'espérance malgré tout de retrouver cette terre natale qui m'a manqué et me projeter avec les autres dans la nécessité et l'urgence de faire en sorte que les Tchadiens qui ont perdu ces vies-là, que ce ne soit pas vain et que la confiance qui est placée en nous et la nécessité qu'ensemble nous puissions réconcilier ce peuple avec une colonne vertébrale, avec un ciment, avec une colle forte, si vous me permettez l'expression, qui doit être la justice et l'égalité et la diversité, pour que le Tchad devienne grand et devienne un toit pour chaque Tchadien et chaque Tchadienne. C'est ce combat-là et c'est cette énergie-là qui s'est renouvelée en moi encore plus depuis que j'ai foulé le sol de notre pays. Vous avez évoqué des douleurs et des épreuves. Une année d'exil et tout ce qui entoure ces choses, la douleur des familles, la perte des uns et des autres, finalement, quel aurait été l'intérêt de tout cela? Vous savez, est-ce que c'est un droit fondamental de sortir pour dire que on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau, on est diplômé, on est dans la rue, on est exclu, on est ignoré, on veut choisir nos dirigeants, on veut que la parole publique soit respectée, on veut que les engagements pris soient respectés. Est-ce que ça donne le droit à quelqu'un de tuer un autre? Je ne le pense pas. Est-ce que les gens, parce qu'ils ont habité dans un quartier, parce qu'ils ont une certaine physionomie, parce qu'ils viennent d'une ethnie, parce qu'ils prient d'une certaine manière, est-ce que cela donne le droit qu'on s'en prenne à leur vie? Je ne le pense pas. Donc, c'est une sorte un peu de chapelet de nos erreurs, de nos fautes collectives en tant que société, dans nos incapacités, et à admettre l'adversité, à admettre la différence, à admettre la diversité, même d'opinion. Même tous ceux qui ne sont pas d'accord avec vous ont le devoir, ont le droit d'être protégés dans une république. Et donc, la perte de ces vies ne pouvait ni être souhaitée par qui que ce soit, et ne pouvait ni être acceptée par qui que ce soit, et ne pouvait ni être permise par qui que ce soit. Et parce que cela est arrivé, cela nous commande tous, à tous les échelons,
un sens de responsabilité encore plus grand et une obligation de faire grandir ce pays sur le chemin de la démocratie qui va avec des opinions contraires, des avis contraires, qui va avec le respect des droits fondamentaux, des libertés fondamentales des citoyens et même des organisations politiques. C'est d'ailleurs l'une des clauses fortes de l'accord de Kinshasa que nous avons signé, qui fait obligation à tous ceux qui sont mandatés, tous ceux qui ont le pouvoir de l'État, de protéger l'ensemble des citoyens, indépendamment de leur opinion. Et donc, ceci doit nous guider d'une certaine manière pour que le Tchad de demain que nous allons bâtir soit sur ces bases-là qui sont des bases démocratiques pour l'avenir. Docteur Succès Masra, vous évoquez l'accord de principe. Évidemment, pour parler de cet accord, quels sont les points clés? Nous parlons évidemment de ce qui n'a pas été rendu public, ce qui ne figure pas dans le document que nous avons lu. Il y a un accord qui est là, que vous avez eu le temps de lire, qui est structuré en 4 points. D'abord, un engagement, celui du facilitateur de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, qui comprend la nécessité pour lui de rendre public son rapport de facilitation, y compris donc le rapport d'enquête sur les événements du 20 octobre, lequel rapport de facilitation permettra donc, à sortir des propositions, des recommandations et des exigences, que des mesures soient prises irrélativement pour la suite. Ça a été mis dans cet accord. Ensuite, il y a l'engagement du côté du gouvernement de la transition actuelle. L'engagement, notamment, de respecter les libertés fondamentales des citoyens et des partis politiques dans l'exercice de leurs activités. Là, on ne parle pas seulement de votre parti? Non, là, on parle du gouvernement qui a l'obligation donc de respecter les libertés fondamentales des citoyens et des partis politiques dans l'exercice de leur activité. Mais aussi la nécessité de travailler avec l'ensemble des acteurs de manière à ce que cette transition qui a eu un décollage, qui a eu des zones de turbulence, puisse atterrir de manière acceptable pour tous, c'est-à-dire, si vous me permettez l'image, atterrir à l'aéroport de la démocratie. Pourquoi la nécessité et non l'obligation? C'est une obligation puisque c'est un engagement qui a été signé. C'est un engagement qui a été signé. Ensuite, une série d'engagements aussi pris par nous, dans le sens de continuer à privilégier le dialogue, échanger avec le gouvernement, mais aussi avec l'ensemble des autres parties prenantes, de manière à ce que des propositions additionnelles, des recommandations additionnelles soient mises sur la table pour une solution, je cite, globale et pacifique, permettant une inclusivité, une acceptation par tous d'une transition, donc qui doit s'améliorer d'une certaine manière et prendre en compte ces choses-là, y compris les acteurs politiques de la société civile et même les politico-militaires qui n'ont pas été partie prenante jusqu'à présent. Donc, c'est-à-dire que cet accord est structuré de manière à ce que des points d'accord s'en dégagent, mais aussi des points sur lesquels nous ne sommes pas encore d'accord et qui doivent faire l'objet d'une discussion plus ample, parce que nous ne pourrions pas, gouvernement et les transformateurs, avoir la prétention de couvrir l'ensemble des sujets nécessaires à souder tout le monde. Et donc, il a été ainsi convenu de pouvoir continuer les échanges. Un dernier point que je voudrais mentionner, qui me semble très important dans cet accord de Kinshasa, c'est que cet accord, fut-il signé par ma modeste personne en tant que président du Parti des transformateurs, donne la possibilité, et ça a été confirmé par la communication du président de la République démocratique du Congo, facilitateur de la CAC, donne la possibilité à tous ceux qui ont quitté le Tchad après les événements du 20 octobre de rentrer. Pas seulement les transformateurs, mais l'ensemble de tous ceux qui sont sortis. Et enfin, évidemment, dans un accord comme celui-là, parce que certains sujets concernent essentiellement les transformateurs, il fallait aussi que ces sujets soient résolus. L'amnistie, notamment pour l'ensemble de ces jeunes qui sont sortis, qui ont été arrêtés, qui ont été condamnés arbitrairement, qui ont été certes graciés, mais la grâce ne remet pas le droit politique. Donc, en plaidant pour l'amnistie, c'est de pouvoir
effacer dans les casiers judiciaires de ces jeunes-là, ces condamnations inappropriées, de manière à ce que demain, ils recouvrent l'ensemble de leurs droits politiques. Certains de nos camarades étaient encore en prison au moment où nous signions cet accord. Et donc, évidemment, ces sujets qui sont des sujets, je dirais, secondaires sans doute pour l'ensemble du pays, mais importants pour un parti politique et pour nos militants, il me fallait donc, en tant que premier responsable, travailler à une sorte un peu de bouclier juridique, de bouclier judiciaire, de bouclier diplomatique, qui permettent à tous ces militants-là de pouvoir recouvrer leurs droits. Voilà un peu l'essence de cet accord, qui montre bien qu'il n'est pas complet forcément, et il nécessite sûrement les contributions des uns et des autres afin de parfaire les décisions qui doivent être prises pour rendre la transition acceptable par tous. À vous entendre, vous croirez que vous êtes satisfait de cet accord? Est-ce que cet accord donnera l'électricité aux Tchadiens? Est-ce que cet accord résoudra les problèmes d'emploi? Est-ce que cet accord résoudra tous les problèmes des Tchadiens? Probablement pas. Je ne serai, moi, bien sûr, je ne serai satisfait, moi, que lorsque ces questions concrètes de la vie des Tchadiens seront résolues. C'est pour ça que nous nous battons. C'est un accord politique qui circonscrit un certain nombre de sujets, mais il y a des choses qui ne peuvent être obtenues que par la société civile. Il y a des choses qui ne peuvent être obtenues ou réalisées que par un gouvernement solidement ancré. Et puis il y a des choses qui peuvent être, je dirais, obtenues ou réalisées par un parti politique. Dans ma position aujourd'hui, je suis à la tête d'un parti politique qui travaille à conquérir le pouvoir afin de résoudre les problèmes des Tchadiens. Et donc, je ne suis pas dans une démarche de satisfecit d'une certaine manière. Je regarde l'avenir. Nous essayons de dégager les jalons qui permettront que nous soyons au rendez-vous de manière à ce que demain nous soyons capables, à côté des autres Tchadiens, d'apporter des solutions à leur vie concrète. C'est ça qui me préoccupe le plus. Vous avez signé ce contrat en tant que responsable du parti Les Transformateurs, en tant que le premier responsable également de l'appel lancé le 20 octobre contre la prolongation de la transition. Des voix se lèvent pour contester cet accord. Qu'est-ce que vous répondez? Je n'ai pas la prétention de me décréter le premier responsable de quoi que ce soit. Vous n'avez jamais entendu dans ma bouche avoir ce genre d'attitude. Je crois que le 20 octobre, c'est même les Tchadiens qui étaient sortis. Et de nombreux leaders politiques, de la société civile, des activistes, des gens de tout bord, ont dû s'inscrire dans cette démarche d'appel pour ces manifestations du 20 octobre. Je suis un responsable politique et j'ai toute ma part de responsabilité là-dedans. Est-ce que je suis le seul responsable de ce qui s'est passé? C'est aux Tchadiens d'en juger. Cet accord, pour les transformateurs, apporte des bonnes nouvelles. Que leur leader, obligé de quitter le Tchad pendant 1 an, soit de retour au pays, demandez à n'importe quel transformateur. Il vous dira que pour lui, c'est une bonne nouvelle. Que leurs militants, qui plus d'1 an après, étaient encore, je dirais, en prison, puissent être libérés, en soi, c'est une bonne nouvelle pour les transformateurs. Que des militants qui ont été injustement arrêtés, condamnés, dans un procès qui a duré 3 minutes par personne, puissent aujourd'hui recouvrer leurs droits politiques et civils. C'est une bonne nouvelle pour les transformateurs. Que nous puissions obtenir que la solution pour le Tchad de demain doit nécessairement être une solution globale dans laquelle les transformateurs, en tant que force politique de premier plan, c'est ça que peut-être vous êtes en train de dire, auront toute leur place dans des choix et des décisions de demain à côté des autres, est une bonne nouvelle. Donc vous voyez qu'un pas, puis un autre pas, et tenir pour gagner chaque pas. C'est ça qui nous a guidés dans la signature de cet accord. Aujourd'hui, nous sommes au Tchad et nous sommes prêts donc à pouvoir travailler avec l'ensemble des acteurs pour que des choses qui ne sont pas encore sur la table soient sur la table, pour que des exigences qui ne sont pas encore prises en compte soient prises en compte. Et je crois que ce n'est que comme ça que nous pourrions de manière collective, de manière plurielle, dans la diversité,
nous asseoir à la table de la justice et de l'égalité pour laquelle nous nous sommes engagés. Docteur Succès Masra, une dernière question avant de tourner la page de l'accord de principe. Vous avez signé cet accord en tenant compte de l'avis de Wakitama? Vous savez, l'accord a été signé en tant que président du Parti des Transformateurs. On se nourrit des intelligences collectives. Et donc, moi, il y a des idées, il y a des propositions, il y a des choses dont je ne pense pas en avoir le monopole. Est-ce que quelqu'un de Wakitama ou d'une autre organisation refuserait un dispositif dans un accord, fut-il signé par ma modeste personne, qui lui donne le droit de rentrer dans la sécurité? Bon, une interrogation. Est-ce que quelqu'un d'une organisation peut contester l'idée que la solution au problème du Tchad doit être une solution globale, dans laquelle des civils, des politico-armés et les autres doivent s'asseoir à la table et discuter pour trouver une solution? Je ne crois pas. Donc, pendant toute notre démarche, nous avons toujours privilégié l'intérêt général. Mais en tant que responsable d'un parti politique, nous avons aussi conscience qu'il y a des combats qui sont exclusifs à un parti politique, à un responsable politique que je suis. Il y a des combats qui sont exclusifs et ne peuvent être réalisés avec pertinence que par des gens de la société civile. Et donc, pour moi, je pense qu'il y a sans doute des apports que la société civile pourra apporter, en tout cas mettre sur la table à l'issue de cet accord qui a été signé. Et donc, je n'ai pas la prétention d'avoir tout couvert et je reste ouvert pour que les propositions additionnelles qui seraient sur la table soient prises en compte. Est-ce qu'avec votre retour, les transformateurs joueront-ils un rôle dans la prochaine campagne référendaire? Pas uniquement. Les transformateurs, c'est une force de gouvernement dont l'ambition, c'est de peser sur l'ensemble des processus, des décisions, des choix qui vont engager l'avenir de notre pays. Donc il n'y a pas que le référendum. Il y a aussi les élections futures. Il y a aussi, surtout, la vie des Tchadiens au jour le jour. Donc tous ces éléments, sur l'ensemble de ces pavés, les transformateurs joueront leur rôle, feront savoir leur opinion et occuperont la place qui est la leur dans ce paysage politique. On signale bien évidemment que depuis le début de la transition, votre parti, et vous y compris, vous êtes mis à l'écart pour observer, faire des recommandations plutôt que de participer en jouant un rôle actif. Est-ce que ce serait le cas pour la suite? Ça dépend de la définition que vous donnez au rôle actif. Je n'ai pas l'impression que les transformateurs étaient passifs depuis le début de la transition ou depuis leur naissance. Les transformateurs n'ont jamais, dès le début, refusé de travailler. Peut-être vous parlez dans les différentes institutions mises en place, etc. Dans cette transition. Nous avons toujours dit que nous étions prêts à travailler à tous les niveaux, jusqu'à l'administration du territoire. Du gouvernement à l'administration du territoire, en passant par les chancelleries, les ambassades, les gouvernorats, l'ensemble des endroits où des choses doivent être décidées pour l'avenir de ce pays, y compris les institutions qui devaient être chargées des élections. Mais cela a toujours... Si l'opportunité se présente. Rien n'a changé dans la mesure où nous avons toujours dit que tout cela doit se faire sur la base des éléments de justice et d'égalité. Et donc, pendant qu'on a dit aux uns et aux autres, on a rappelé ici que les transformateurs, non, sont radicaux et ils se sont exclus. Totalement le contraire. Nous avons toujours dit que nous étions prêts à prendre part à tous les niveaux de responsabilité. Pendant qu'on a dit que les transformateurs étaient dans une démarche d'exclusion de certains, nous avons, là où tout le monde parlait d'inéligibilité, nous avons parlé d'éligibilité encadrée. Voyez-vous, là où tout le monde nous qualifiait, il y a quelques semaines, d'horribles divisionnistes, refusant de travailler avec les uns ou les autres, c'est simplement parce que les transformateurs ont parlé de la justice, l'égalité et la diversité. Aujourd'hui, les mêmes qui nous qualifiaient hier ainsi, aujourd'hui nous qualifient maintenant d'horribles mendiants de la réconciliation. Nous serions donc, nous, hier, d'horribles divisionnistes. Aujourd'hui, nous sommes devenus
d'horribles réconciliateurs. Voyez-vous, dans tout ça, qu'est-ce qui a changé? Ce n'est pas les transformateurs qui ont changé. C'est les uns et les autres peut-être qui évoluent dans leur perception. Masra d'hier n'avait pas les cornes et Masra d'aujourd'hui n'a pas les cornes. Donc vous voyez bien que nous continuons à avancer dans une disponibilité parfaite à travailler avec l'ensemble des acteurs. Ça a toujours été le cas dès le premier jour. Et donc, si les conditions sont réunies, permettre de faire un progrès sur quelque sujet que ce soit, à quelque niveau de responsabilité que ce soit, les transformateurs, comme cela a toujours été le cas, seront au rendez-vous. Souvenez-vous, vous êtes des hommes et des femmes de médias. Le premier message des transformateurs, le 5 octobre 2019, au lancement des activités de transformateurs, nous avons dit aux journalistes, ne nous appelez pas des opposants. Nous sommes des transformateurs, c'est suffisant. Comme des médecins, nous faisons un diagnostic et nous proposons des solutions. Ça tiquer les uns et les autres. Comment ça, un parti qui est en train de naître dit qu'il n'est pas... Nous sommes une troisième voie capable de travailler avec tout le monde. Vous vous souvenez? Et souvenez-vous quand j'avais dit, dans une sorte un peu de boutade, mais pas totalement, que le président Déby pouvait se reposer, mais nous allons continuer à travailler avec lui sur les questions sécuritaires et nous étions prêts à en faire un conseiller sur les questions sécuritaires. Vous voyez donc les transformateurs, dans leur ADN, dans leur vision initiale, c'est l'audace, c'est l'exigence et la bienveillance dans une capacité à travailler avec l'ensemble des acteurs. Pour transformer un pays, on n'a pas besoin de s'opposer. On a besoin de faire un diagnostic et après le diagnostic, on propose des solutions. C'est nouveau dans le paysage politique? Oui, c'est nouveau. Dans un paysage où on a voulu cantonner les gens à un rôle, vous, de droite, vous vous opposez à ceux de gauche. Ben, les transformateurs, c'est une troisième voie qui est orientée proposition et surtout solution. Et on construit des majorités autour des solutions proposées sur la table. Vous voyez, c'est ça notre ADN. Ça n'a jamais changé depuis 6 ans que les transformateurs sont là. Et vous venez de dire que les uns et les autres vous voient comme un moyen de la réconciliation. Est-ce dire que le peuple a perdu confiance? Non. Il faut... La réconciliation, ce n'est pas la capitulation. Voyez-vous. Une question. Je pense que les Tchadiens et les Tchadiennes s'inspirent aussi de ce qui se passe ailleurs. Avez-vous l'impression que lorsque Mandela, qui a passé 30 ans en prison, était ressorti et qu'il a tenu la main de ses bourreaux pour qu'ils puissent avoir le prix Nobel de paix ensemble, pour qu'ils puissent se réconcilier dans une nation arc-en-ciel en Afrique du Sud. Avez-vous l'impression que Mandela a perdu de sa dimension parce qu'il a tenu la main de ceux qui l'ont persécuté? Non. Je suis un Mandela-phile. Et vous savez, être homme d'État, c'est aussi être capable, dans un tourbillon de douleur, je dirais un peu de drame, de pouvoir dessiner quelque chose de plus grand qui peut souder un peuple et qui peut amener ce peuple à faire un progrès. Est-ce que c'est une solution facile? Non. Le réflexe humain, c'est parfois de s'inscrire dans une démarche de vengeance, je dirais un peu d'en découdre avec les uns et les autres. Mais ce n'est pas ça l'avenir que nous avons imaginé. Notre option préférentielle a toujours été l'option de réunir notre peuple sur la base de la justice, de l'égalité et de la diversité. Et donc la réconciliation, ce n'est pas l'arme des faibles, c'est même l'arme des forts d'une certaine manière. Et ce peuple veut une réconciliation sur la base de la justice et de l'égalité. Et c'est autour de cela que nous travaillons et nous allons continuer à travailler à côté de ce peuple. Comment l'accord de Kinshasa aborde-t-il la question du mandat d'arrêt international lancé contre vous? Là, on parle de suspension et non d'annulation. Je crois que le mandat d'arrêt a été levé. Donc, on n'en parle plus. C'est derrière nous, le mandat d'arrêt. Et ça ne vous inquiète pas? Non. Si ça m'inquiétait, je n'allais pas demander à rentrer, même sans un accord. Vous vous souvenez? J'étais prêt à rentrer sans un accord. Qui peut le plus, peut le moins. Le moins pour nous, c'est un accord. Le plus pour nous, c'était de rentrer sans accord. Nous étions prêts à faire le plus. Donc nous sommes prêts à faire le moins. Et vous vous souvenez qu'aucune compagnie aérienne n'était autorisée à nous prendre dans son avion. C'est jamais arrivé dans l'histoire pratiquement du monde. Quelqu'un qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt international,
qui décide de rentrer chez lui et qu'on interdit de rentrer chez lui. Vous avez déjà vu ça, un exemple dans le monde? Donc, je n'ai aucune inquiétude. Je suis chez moi, au Tchad. J'ai dit aux Tchadiens que je ne serai jamais un exilé. Que dites-vous des gens? Et donc, j'ai choisi de rentrer. Je suis donc à N'Djamena. Et c'est à côté de mon peuple que je me battrai parce que le plus grand du combat, ça se trouve avec mon peuple, dans mon pays. Quand j'ai choisi, il y a 6 ans, de démissionner de mes fonctions à l'international pour rentrer au Tchad, 90% de ceux que j'avais consultés m'avaient dit, ne fais pas ça. Tu allais faire face à quelqu'un, faire face à un maréchal. Bon, il n'était pas encore maréchal à l'époque. Donc c'était carrément une folie. Mais si c'était à reprendre, je l'aurais recommencé. Et donc, je n'ai pas d'inquiétude. Je crois dans la démocratie. Et parce que je suis un démocrate, toutes les opinions sont libres de pouvoir s'exprimer. Je n'ai pas eu une tête de quelqu'un qui peut capituler. Je crois que ça, au moins, les Tchadiens le savent. On m'a dit que parmi ceux qui disent ça, il y en a qui étaient allés à l'aéroport accueillir certains de leurs parents rentrés à l'occasion des accords de Doha, mais qui pensent que ce n'est pas normal que le leader des transformateurs puisse rentrer au Tchad. Il y avait certains qui ont dit même que les transformateurs, on n'en parlera plus jamais dans ce pays et que les transformateurs étaient supprimés, n'est-ce pas? Est-ce que c'est la réalité? Donc les opinions dans une démocratie ont le droit de pouvoir s'exprimer. Nous savons ce que nous faisons en tant que responsables politiques. Nous voulons dessiner un Tchad meilleur pour chaque Tchadien et chaque Tchadien. Cela passe aussi par une réconciliation des cœurs. Réconcilier, c'est reconnaître qu'il y a eu 2 camps dans ce pays. Et la colle forte pour réunir les 2 camps, c'est la justice, l'égalité et la diversité. Ça, c'est mon ADN. Ça, c'est l'ADN des transformateurs. Ça, c'est une détermination irréversible qui va guider nos pas dans tout ce que nous allons entreprendre, y compris à partir de maintenant pour l'avenir. Après tout ce qui s'est passé, est-ce que vous avez changé d'avis sur la question d'éligibilité ou d'inéligibilité des membres de la transition, des dirigeants de la transition? Les transformateurs ont défendu l'éligibilité encadrée. Je vous renvoie à mon message du balcon de l'espoir pour expliquer ce que c'est que l'éligibilité encadrée. Vous savez, nous avons souvent fait l'objet d'une exclusion. Nous ne pouvons pas être les promoteurs d'une exclusion. J'ai moi-même été exclu à travers une constitution, carrément, à travers la clause que les Tchadiens appellent la clause anti-Masra de 40 ans. Et puis, patatras, comme Dieu sait confondre tous ceux qui veulent exclure dans une société, voilà mon frère, le général Mamad, qui arrive et qui a moins de 40 ans. Et donc, les mêmes qui ont été les tailleurs de cette constitution d'hier, d'exclusion, sont obligés de tailler une nouvelle constitution aujourd'hui. Voyez-vous. Donc tout ça montre bien qu'il faut dans une société, je dirais, privilégier les principes. Et nous avons toujours défendu l'idée qu'il faut organiser l'éligibilité à travers ce que nous avons appelé l'éligibilité encadrée, que nous avons expliqué en long et large, que les Tchadiens maintenant connaissent. Vous voyez? Donc, pendant que nous nous parlions d'éligibilité encadrée, on a quand même dit que les transformateurs étaient intransigeants. En fait, notre position était même plus modérée que la position de tout le monde, d'une certaine manière. Voyez-vous. Donc, parfois, on vous colle des choses, mais qui ne sont pas la réalité de ce que vous défendez. Et donc, nous sommes restés sur cette position-là, et c'est cette position-là que nous allons défendre demain. Beaucoup d'observateurs vous accusent d'avoir amnistié les auteurs des massacres du 20 octobre. Peut-être ils ont confondu que Masra n'est pas encore président de la République. En signant l'accord de... Donc la signature de Masra peut dompter la justice de la République du Tchad. La signature de Masra peut dompter le Conseil national de transition. La signature de Masra peut dompter le président de l'exécutif. Vous me donnez plus de pouvoir que j'en ai. La signature de Masra peut donc arrêter les poursuites pour crimes contre l'humanité, au niveau même y compris mondial. Vous m'en donnez davantage de pouvoir que je ne pense l'avoir, même en étant président de la République. Voyez-vous.
Donc ça relève plutôt d'une, je dirais, allez, une invention simplement. Comment voyez-vous l'avenir du Tchad après la signature de cet accord? Je suis un homme d'espoir. J'ai nommé ma fille Hop, Amal, ça veut dire espoir. Je suis convaincu d'une chose, l'espoir permet de faire changer beaucoup de choses. Donc j'ai l'espoir, je me bats pour que le Tchad soit un Tchad meilleur, un Tchad réconcilié dans la justice, l'égalité et la diversité. Un Tchad dans lequel chaque Tchadien et chaque Tchadien, indépendamment de sa manière de prier, indépendamment de son genre, homme ou femme, riche ou pauvre, jeune ou vieux, Tchadien 100% ou Tchadien de sang mêlé et métissé, des milieux urbains ou des milieux ruraux, civils ou militaires, chrétiens ou musulmans, croyants ou non-croyants, puissent trouver en ce Tchad-là un Tchad qui devient une sorte un peu de toit, de maison pour lui, pour elle. C'est cette vision immédiate, parce que les Tchadiens n'ont pas le temps d'attendre. Leurs objectifs, il y a 7 Tchadiens, je dirais 9 Tchadiens sur 10 qui n'ont pas accès à l'électricité. Comment on leur donne de l'électricité? Le chômage de masse, 200 000 qui rentrent sur le marché de l'emploi. Comment on crée des emplois? La situation des routes, la question d'accès à l'eau potable, les questions des conflits qui tuent chaque jour des milliers, des centaines de nos compatriotes. Comment on y trouve des solutions? La question de comment on se soigne. Toutes ces questions qui sont des questions terre à terre, qu'est-ce qu'on va manger avec la cherté de vie qu'on est en train d'observer? Ça, il y a des solutions possibles. Est-ce qu'on peut construire des majorités capables de trouver des solutions, en tout cas de déployer ces solutions-là pour résoudre les problèmes des Tchadiens? Ça, ce n'est pas une question de long terme, c'est une question de maintenant. À l'heure où nous parlons, des enfants ont été contraints d'être en grève, d'être à la maison à peine l'école a commencé. Ces choses-là, on n'a pas le temps d'attendre. Parce que pendant qu'on est là, il y en a qui meurent dans les hôpitaux à cause de manque de soins, etc. Il y a donc des solutions possibles. Et moi, je souhaite être un apporteur de solutions parmi les autres Tchadiens pour dessiner un avenir meilleur qui commence maintenant pour ce peuple-là. Et c'est ça qui m'obnubile et c'est ça qui me préoccupe chaque jour. Et c'est sur ça que nous allons travailler, y compris pour les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années, si Dieu nous en donne encore la force. Docteur Succès Massa, c'est bientôt la fin de notre entrevue. J'ai une dernière question, sinon avant-dernière question à vous poser. Comment envisagez-vous de travailler avec le régime, comme le stipule l'accord? On a dit qu'il faut dialoguer. Il faut dialoguer avec tout le monde. Donc, pas seulement avec ceux qui dirigent la transition actuelle, mais la vaste majorité des Tchadiens, de la société civile, des Tchadiens de la rue, le Tchadien lambda. Tout cela aussi ont des choses à apporter sur la table des discussions. Donc moi, mon rôle, ce n'est pas d'être dans je dirais un peu dans des chapelles. C'est de travailler avec tous ceux qui ont des bonnes idées. Et pour moi, mon intime conviction, c'est que les bonnes idées, les bonnes propositions pour notre pays n'ont pas de corporation, n'ont pas de couleur politique, n'ont pas de camp. Et donc je serai du camp de ceux qui ont des choses à proposer pour le bien de notre pays. Et donc cette disponibilité et cette disposition, elle est totale comme elle a toujours été dès le premier jour. Vous savez, quand tout le monde avait dit que les Tchadiens et les transformateurs étaient incapables de dialoguer, etc., les gens se sont rendus compte que nous sommes parmi ceux qui ont peut-être le plus dialogué, y compris avec les responsables premiers de cette transition. Voyez-vous, cette démarche, nous l'avons toujours eue, y compris au temps du président Déby, paix à son âme. Vous voyez bien, donc, nous n'avons même pas changé sur l'ensemble de ces sujets-là. Donc, cet état d'esprit qui est le nôtre, qui a toujours prévalu, nous allons le préserver parce que nous croyons dans l'intelligence collective. Nous, les transformateurs, avons voulu consacrer, et je pense que c'est un point important aussi à rappeler aux uns aux autres, notre nom, les transformateurs, c'est une reconnaissance de la faiblesse humaine. On ne transforme que ce qui n'est pas parfait, n'est-ce pas? Donc être transformateur, même déjà à travers le nom, c'est reconnaître qu'on est imparfait. On n'est pas des divins, on n'est pas des prophètes, on est des humains qui reconnaissons
que la force est dans le pluriel, la preuve, notre nom est au pluriel. Et parce qu'il faut transformer, ça veut dire qu'on n'est même pas, on ne considère même pas qu'on est parfait. On est même moins exigeant. Parce que j'entends des gens parler de la refondation du Tchad. Des gens qui veulent refonder un pays considèrent que même les fondations ne sont pas bonnes. Nous ne sommes que des transformateurs. Nous considérons qu'il y a au moins les Tchadiens et les Tchadiennes qui sont déjà une bonne fondation. Ce qui manque, c'est quelle alchimie, quelle stratégie qui permettent donc demain de transformer ces énergies-là et en faire une énergie au service de tous les Tchadiens. Vous voyez que même dans les politiques, de quel type de vision de société nous portons, il y a des gens qui hier étaient des maçons, des architectes de ce Tchad des 30 dernières années, qui aujourd'hui reconnaissent donc qu'ils ont échoué et qui veulent raser tout et refonder. Nous avons dit, ah, il y a peut-être quelque chose de bien dans ce Tchad-là. Ce sont les Tchadiens et les Tchadiennes, avec leur énergie. Nous pouvons, en les mettant ensemble, transformer le pays. Vous voyez donc que même dans la vision, nous sommes moins radicaux que ceux qui ont organisé la dérive de ce pays sur les dernières 30 années et qui, du jour au lendemain, veulent refonder ou refondre, je ne sais plus finalement. Depuis que vous êtes arrivé, déjà, merci pour l'interview que vous nous accordez. Vous n'avez pas fait de sortie publique, sinon officielle. La prochaine fois sera la bonne, et quand? Nous sommes des gens disciplinés, méthodiques. J'espérais que mes militants qui sont encore en prison allaient être libérés avant que je ne prenne la parole. C'est fait. Lorsqu'on nous a demandé depuis le mois de janvier de cette année de rouvrir les portes du Parti des Transformateurs du siège, est-ce que nous l'avons ouvert? Non. Nous avons dit quoi? Nous ne l'ouvrions que lorsque nos camarades qui ont été arrêtés, qui sont dans les prisons, seront tous libérés. Vous savez, nous, on n'évolue pas avec la direction du vent. On est un parti sérieux, discipliné, organisé, qui choisit ses moments. Donc oui, nous allons sortir, parler à nos militants le moment venu. Et ce moment ne pourrait pas tarder. Ensuite, nous sommes dans une période aussi d'observation des recueillements. Nous avons choisi de rentrer dans la discrétion. Parce que pour nous, notre vie, le plaisir que nous aurons à rentrer chez nous, un voyage que nous opérons pour notre pays, ne doit pas donner lieu à ce qu'il y ait de la brutalité exercée sur nos militants qui viendraient nous voir. Trouvez-vous normal que nous, responsables politiques de premier plan, que nos militants soient d'une certaine manière inquiets à l'idée de venir nous accueillir à l'aéroport? Il y a eu des chefs rebelles qui ont tué, qui ont fait tuer, qui sont rentrés au pays, qui ont eu droit à une parade dans la ville. Mais nous ne sommes pas en recherche de gloire ou des grands honneurs. On n'en a pas besoin. Excusez-moi, ça a toujours été le cas. Pourquoi aujourd'hui ça vous inquiète? Non, je dis ça pour exprimer le fait que nous avons choisi, par exemple, de rentrer dans la totale discrétion. Ça ne change rien en ce que nous sommes. Voyez-vous. Et nous n'avons pas besoin d'une démonstration à faire sur cela. Donc vous voyez bien qu'il y a des choix que nous opérons. Ces choix sont guidés d'abord par l'urgence et la nécessité, je dirais, de déployer notre vision et aussi de protéger nos militants quand nous avons la possibilité. Et c'est ça qui va nous guider, y compris pour l'avenir. Donc nous aurons l'occasion de parler à l'ensemble de nos militants et de leur dérouler et de dérouler avec eux les prochaines étapes de notre engagement ferme, déterminé, en occupant totalement l'espace de manière à ce que nous soyons partie de la solution pour le Tchad. Docteur Succès Massa, c'est terminé pour notre interview. Avez-vous un dernier message ou un détail que vous avez oublié, que vous aimeriez bien rappeler? Je voudrais simplement dire aux Tchadiens et aux Tchadiennes qui nous suivent qu'en toutes circonstances, nous avons privilégié l'intérêt de notre peuple. Vous savez que nous sommes rentrés dans ce pays en lançant les transformateurs, pas pour nos intérêts personnels. Cela nous a toujours guidés. Ne vous laissez pas donc embrigader par des déclarations ici et là des uns et des autres. L'accord de Kinshasa que nous avons signé est un accord qui protège l'ensemble des Tchadiens et des Tchadiennes. C'est un accord pro-démocratie qui doit garantir les libertés fondamentales des citoyens et des partis politiques, qui ouvre la porte à continuer à dialoguer pour une solution globale et pacifique. C'est un choix de responsabilité
c'est un choix d'ouverture, c'est un choix pour permettre d'ouvrir les portes de l'avenir. Et donc, je voudrais que vous restiez avec cela. Écoutez dans la pédagogie ce que nous allons déployer dans les prochaines journées, les prochaines semaines. Et avec ça, je crois que nous allons avancer. Je voudrais simplement vous dire de continuer à garder l'espoir d'un Tchad réconcilié dans la justice, l'égalité et la diversité. Nous n'allons jamais dévier de cela. Et c'est sur ce terrain-là que je vous invite à continuer à avancer pour que, allez, nous puissions atterrir tous à l'aéroport de la démocratie où vous, Tchadiens et Tchadiennes, vous pourriez enfin choisir vos dirigeants. C'est ça notre combat, hier, aujourd'hui, et ce sera le combat demain aussi. Merci. Docteur Succès Masra, merci beaucoup, merci pour toutes vos réponses, merci d'avoir accepté notre invitation. Chers téléspectateurs, c'est ici que prend fin ce numéro d'entretien exclusif. À très bientôt pour un nouveau numéro. Merci à vous.